Iconic Business, le luxe by BFM Business. Audrey Maubert. Iconic Business, c'est un site, des réseaux sociaux et une émission exclusive, intemporelle, mythique, responsable et déculpabilisée. Une immersion aujourd'hui au cœur d'adresses où le luxe est la norme, où l'excellence est la règle. Belmont, c'est un voyage en Italie, au Mexique, en France ou au Pérou, à l'hôtel, en train ou en bateau, découverte dans Iconic Business. Le mets raffiné par excellence, le caviar dans les désirables de la semaine. Ce caviar est français, il paraît même qu'il peut être bicorp. Laurent de Verlange, président fondateur de Caviar de Neuvic, nous explique. Avec nous aujourd'hui, c'est Arnaud Champenois, directeur international du marketing et de la communication du groupe Belmont. Bonjour. Bonjour Audrey. Belmont, c'est une expertise dans le voyage de luxe, une collection de propriétés exceptionnelles, on va le voir avec vous. Vous parlez même d'une norme d'excellence. Qu'est-ce que ça signifie, une norme d'excellence chez Belmont ? La norme d'excellence, c'est bien sûr rationnel. Donc on a la chance d'avoir une collection d'hôtels absolument légendaire. Mais c'est aussi de l'irrationnel et de l'émotionnel. Et je pense que la force du groupe aujourd'hui, c'est d'avoir du personnel qui est extrêmement engageant et extrêmement chaleureux. Et il crée une expérience client qui est absolument exceptionnelle, mémorable. Et c'est ça qui fait la différence avec beaucoup d'acteurs du marché. Un lien qui se tisse avec le personnel et des personnalités, vous en parliez, les personnalités, ça passe par ces lieux et ces adresses emblématiques. C'est d'abord 1976 pour resituer, l'hôtel Cipriani à Venise. C'est pas anodin comme lieu. Non, c'est un lieu qui fait rêver et je pense que c'est vraiment la mission du groupe Belmont, c'est de perpétuer l'art légendaire du voyage. Et Jim Sherwood et sa femme ont vraiment collectionné, un peu comme on collectionne des œuvres d'art, des hôtels, des trains, des bateaux. Aujourd'hui, 24 pays, 47 propriétés. L'idée d'une collection, c'est de développer, et vous avez en partie répondu, localement, des identités fortes à chaque fois. Oui, tous nos hôtels, c'est des identités, c'est presque des marques. Tous ce sont des marques, en fait. La marque Copacabana Palace, la marque Cipriani. Je pense que le consommateur, aujourd'hui, il veut vraiment des expériences uniques, mémorables. Et voyager avec Belmont, on s'en souvient toute la vie. Et c'est pour ça qu'on renforce l'identité de chaque hôtel et de chaque expérience d'une manière. Et ne pas avoir un copier-coller d'un ensemble, d'une décoration et d'avoir une identité à chaque fois. Chaque hôtel a sa propre identité, sa propre gastronomie et c'est vraiment la localité qui compte pour nous. Donc travailler au plus près du terroir, des communautés, de la destination. Et bien sûr, on a ce patrimoine absolument remarquable, mais on essaie de le rendre aussi contemporain et de le réinventer. Donc on fait venir des jeunes chefs, on travaille avec des artistes contemporains et vraiment c'est une expérience d'un voyage total au plus près de la destination. Et de renouveler perpétuellement justement cette expérience avec une clientèle, une nouvelle clientèle, on y reviendra ensemble. Mais d'ailleurs, avant cela, j'aimerais qu'on s'arrête sur une adresse emblématique, Splendido, vous en avez parlé, à Portofino. Eh bien, figurez-vous qu'Eva Jaco y est allée. On suit son reportage. Nous sommes en plein cœur de la baie de Portofino. Vous pouvez apercevoir tout juste derrière moi, là-haut dans les hauteurs, le mythique hôtel Splendido, un endroit hors du temps, dédié à la villeggiatura et où l'expression Dolce Vita prend tout son sens. Cet hôtel est âgé de 100 ans. Il fait peau neuve entre les suites, la piscine ou encore le Splendido Grill. On va aller voir ça de plus près. Après le Splendido Mare, c'est au tour du Splendido d'entamer sa transformation. À commencer par cette suite, la Baronessa. Thomas Schwal, bonjour, vous êtes le gérant du Splendido. Alors ici, dans cette suite, on retrouve des éléments du 19e siècle et du 20e siècle. C'était une volonté de conserver vraiment l'esprit du lieu ? Tout à fait. L'architecte d'intérieur, Martin Brudzinski, en partenariat avec Belmont, a vraiment voulu insuffler cette vision d'une restauration et d'une préservation plus que d'une rénovation. Et c'est pour ça qu'on a des éléments, par exemple, tels que ce lustre qui a été chiné et qui est typique en céramique de la fin du 19e, mais aussi dans le choix du sol, où on a opté pour un graniglio à la genovese, cette technique de poudre de marbre qui est appliquée en strates avec des éléments de mosaïque, mais aussi partout dans la suite, aussi bien sur les moulures, les plafonds, les armoires et certains meubles, du trompe-l'œil dans les couleurs pastel, motifs floraux vraiment très très typiques de la Ligurie.
On se retrouve à présent dans le hall du Splendido, là où sont accrochées des dizaines de photographies de célébrités hollywoodiennes, italiennes, joueurs de tennis ou encore politiques qui ont séjourné ici. Luca Chiesa, il y a même un livre d'or que vous avez entre les mains. Qui a rendu ce lieu si célèbre ? Oui, bonjour Eva. Le premier hôte à avoir signé le livre d'or a été le duc de Windsor en 1952, avec Wallis Simpson, puis Winston Churchill et beaucoup d'autres par la suite, dont Lauren Bacall, Humphrey Bogart, mais aussi le prince régnier et la princesse Grace Kelly, beaucoup d'autres célébrités. Les célébrités viennent ici pour profiter de l'atmosphère magique. Elles se sentent tranquilles, passent incognito et vivent des vacances comme si c'était des gens normaux. Merci beaucoup Luca Chiesa. Et puis que serait un séjour à Portofino sans découvrir les spécialités liguriennes? On va voir ça avec le chef Corrado Corti. Corrado Corti, vous êtes le chef exécutif de la Terrazza depuis près de 25 ans et le chef du Splendido Grill où nous sommes actuellement. Qu'est-ce que vous allez nous préparer? Aujourd'hui, on va préparer un plat iconique de Santa Margherita Ligure, à savoir des gambas rouges. Ici, c'est un produit de qualité. On les pêche quasiment tous les jours et nous, on va faire un petit tartare rouge de Santa Margherita Ligure. Le Splendido terminera sa transformation début 2025. L'objectif est de réduire le nombre de clés pour créer des espaces encore plus confortables avec des services à la pointe de la technologie pour des chambres qui commencent à 1 500 € la nuit et puis surtout conserver l'esprit de ce lieu avec des prestations haut de gamme à l'image de ce Spa Dior en plein air inauguré l'année dernière. Je vous invite vraiment à suivre ce reportage et à retrouver ce reportage à la télévision en replay pour voir ces images. Alors on nous dit que c'est un cadre normal, on est quand même dans l'exceptionnel. On nous fait croire à de la normalité dans un cadre complètement exceptionnel. Exceptionnel, mais le rêve n'a pas de prix, Audrey. Et je pense qu'ici, on a vraiment une page de Dolce Vita. Que ce soit à Splendido Mare, le petit hôtel dans le port de Portofino qui a été rénové il y a quelques années par Festen, des jeunes architectes français. Et puis maintenant, avec Martin Brunelleschi, on réinvente sur plusieurs années le Splendido, cette grande dame de la côte ligurienne. Mais on va dire 20-30% de la clientèle revient. C'est un peu leur maison, leur demeure d'été. Et donc oui, ils ont une relation très privilégiée avec le lieu, qui est exceptionnel, comme on le voit. Des bulles privilégiées, c'est le cas pour les hôtels, les péniches, les safaris et les trains. Aujourd'hui, vous bénéficiez aussi de cet essor du slow travel, voyager moins mais mieux. Est-ce que ça fait écho chez vous? Aujourd'hui, le slow travel, c'est la notion du temps. Et c'est ça qui est très important aujourd'hui pour les consommateurs, c'est de prendre le temps de redécouvrir un lieu, de passer du temps avec sa famille et ses amis dans un lieu privilégié et d'aller aussi au plus près de la nature, au plus près de la culture et du terroir de nos régions et de nos continents. Et justement, le slow travel, selon Belmont, vous en parliez, ce sont des trains ultra luxueux. Nathan Cocampo avec un train légendaire s'il en est. Oui, l'Orient Express, James Bond, Hercule Poirot, mais aussi Kate Moss, Francis Ford Coppola, Keith Richards, des voyageurs de marque, pour un train ancré dans la culture populaire et l'histoire, où le temps semble suspendu. Aujourd'hui, le Venise-Simplon Orient Express, ce sont 17 voitures traversant la France, l'Italie, la République tchèque, la Hongrie, l'Autriche, sur 1100 km pour une expérience. Un chauffeur vient vous chercher chez vous, à bord, verre en cristal, étoffe, boiserie, dans une ambiance art déco. Une expérience culinaire aussi, 3 voitures restaurants, un service en cabine 24 heures sur 24. Les homards de Bretagne sont sublimés par le chef étoilé Jean Imbert. Le bar à champagne, ouvert toute la nuit, est une plongée dans les années folles. Et Nathan, il y a d'autres lignes dans le groupe Belmont, dans le portefeuille Belmont. Un voyage en terre écossaise, une échappée au Pérou, de Cusco au Machu Picchu à bord de l'Andean Explorer. C'est l'une des lignes de train les plus hautes du monde, jusqu'à 4800 mètres d'altitude. Et le très attendu retour de son légendaire train d'Asie du Sud-Est. Après une interruption liée au Covid, la reprise des voyages en Asie est prévue pour février prochain, avec 2 nouveaux itinéraires au départ de Singapour pour découvrir la Malaisie à bord de ces 15 wagons vert foncé, dont une voiture d'observation en plein air pour apercevoir la faune. Merci Nathan Cocampo. Arnaud Champenois, pour des trains comme ceux-ci, potentiellement pour l'Asie, il y a quel délai de réservation? Ça dépend des destinations. Le Venise-Simplon Orient Express, c'est un peu plus compliqué. Il faut bien compter 1 an avant de monter dedans. Ouais. Mais quand on relance un train où on a des voyages aussi plus courts. On a 2 trains en Angleterre qui sont des après-midi. Donc en fait, ça dépend des produits.
Mais en général, il faut s'y prendre au moins 2-3 mois à l'avance. Et on sent que pour ces nouvelles destinations, pour la reprise des voyages en Asie du Sud-Est, il y a une attente. Oui, il y a un marché et la marque aujourd'hui veut se redévelopper à l'international, notamment avec la réouverture de la Chine. Et donc, il y a un potentiel extraordinaire d'accueillir des consommateurs de par le monde et leur faire découvrir cet art légendaire du voyage. Pour un voyage, pour le Venise-Simplon Orient Express, il faut compter quel budget. C'est pas grossier sur BFM Business de parler d'argent, je vous rassure. C'est quelle enveloppe à peu près? C'est une cabine pour 2 historiques, c'est à peu près 7 000 €. Donc, c'est une belle soirée. Mais le rêve n'a pas de prix, comme je le disais. Et je pense que c'est vraiment quelque chose d'extraordinaire de traverser les continents avec une expérience gustative par Jean Imbert. Oui. Et c'est magique. C'est-à-dire que c'est quelque chose on s'en rappellera toute la vie. Et c'est aussi un moment de célébrer pour les anniversaires de mariage. Il y a vraiment plein d'opportunités qui sont agréables à célébrer dans ce train. Il y a une concurrence sur l'Orient Express notamment et sur ce segment, le retour des trains et le positionnement. Est-ce que vous considérez qu'il y a de la place pour tout le monde ou vous considérez que sur ce niveau de service, vous êtes seul? On pense à Accor et les projets dans quelques années, ou vous considérez que vous ne jouez pas du tout dans la même catégorie? Je trouve ça très intéressant que le marché soit si dynamique. Aujourd'hui, c'est vrai qu'il y a des acteurs publics et privés qui arrivent sur le marché du ferroviaire, de luxe ou pas de luxe. Et c'est ça qui est intéressant. Nous, aujourd'hui, on a une expertise de près d'un demi-siècle dans l'univers ferroviaire de luxe, avec beaucoup de trains. Et donc, on est très excités par ce qui arrive. Et aussi, ce que vous disiez tout à l'heure sur slow travel, c'est-à-dire cette tendance qui n'est pas éphémère, qui va rester ancrée dans le monde du voyage. Et c'est ça qui est important. C'est comme un nouveau segment de voyage qui apparaît aujourd'hui, l'univers ferroviaire de luxe. Et donc, ça contribue aussi à travailler la désirabilité d'une marque, de capter une nouvelle clientèle. Il y a ce travail que vous avez fait chez Belmond avec de jeunes photographes, justement, autour des hôtels pour amener un dynamisme. C'est pareil pour le train. On va chercher aussi les nouvelles stars de la gastronomie. C'est vraiment pour capter une nouvelle clientèle? Oui, absolument. Vous utilisez le mot de désirabilité. En fait, je crois que ce qui est très important aujourd'hui, c'est une marque de luxe doit devenir presque une marque culturelle. Et donc, aujourd'hui, on devient un curateur. On voit derrière vous une œuvre de Leandro Erlich à la Villa San Michele. Je pense qu'inviter des artistes contemporains dans nos hôtels, c'est très important pour créer un dialogue avec notre clientèle. On devient un éditeur, on publie un magazine, on publie des livres. On vient de sortir un livre sur la Sicile avec Assouline. Ouais. Et on devient, comme vous le disiez, un photographe, réinventer la photo de voyage, réinventer comment on filme le voyage aujourd'hui et demain. Un prescripteur de goût, d'art. S'il y avait un endroit à choisir en 2023, 2024, 2025 où il faut absolument être présent, vous avez un lieu en tête? Aujourd'hui, on réouvre un hôtel au Mexique, Maroma. Oui. Après 2 ans de rénovation, on a travaillé avec Tara Bernard, qui est une grande designer anglais. Et je pense que le Mexique est une destination très importante pour le tourisme aujourd'hui. On a d'ailleurs annoncé un autre hôtel sur la côte Pacifique, Mila Roca. Donc, je pense que c'est une destination qui a le vent en poupe et qui va vraiment grossir et aussi investir le marché du luxe. Pour les prochaines années. Et chaque semaine dans Iconic Business, vous allez vous plier aussi à cet exercice, les iconiques de l'invité. C'est un peu l'irrationnel et le rationnel, votre top 3 du luxe. Et notamment, sur la première marche, pour vous, c'est un lieu tranquille. On parlait de Quiet Luxury. Oui. Moi, j'ai envie de parler de Quiet Place. Un endroit où on se retire et où on peut prendre le temps. Donc, par exemple, un petit déjeuner face à la mer, pour moi, c'est mon luxe. C'est pas mal. Vous avez opté aussi, on est dans l'art de vivre, le champagne notamment aussi. Mon nom, champenois. Voilà. Et oui, ça me met de bonne humeur. C'est-à-dire, je trouve ça festif, joyeux Et ça fait partie de l'univers, ça colle complètement. Et on finira avec des marques. C'est un peu votre histoire aussi qui revalorise un patrimoine, et notamment Rouvenat. Je mets un point particulier sur Rouvenat parce qu'on
On a reçu sa créatrice, sa fondatrice. Je vous invite à redécouvrir d'ailleurs l'émission. Et c'est cette capacité à raconter l'histoire. Oui, à raconter l'histoire et puis mettre en scène un savoir-faire, un artisanat et le rendre contemporain. Bon, c'est à redécouvrir dans tous les cas. Merci beaucoup Arnaud Champenois. Merci à vous d'avoir été dans Iconic Business aujourd'hui. Les désirables de la semaine, tout ce qui nous a fait envie, séduit et intrigué ces derniers jours. Et c'est cette semaine avec Laurent Deverlange, fondateur et président de Caviar de Neuvic, un caviar bicorp. On va y revenir en détail. Bonjour. Bonjour. Et évidemment, avec la sélection de Nathan Cocampo, qui est le Bristol qui a lancé pendant la Fashion Week une collection capsule avec la marque américaine Sporty & Rich. T-shirt, casquette, blouson, une mini-collection à la mode californienne, à la fois chic et décontractée, pour des pièces qui évoquent aussi l'histoire de l'hôtel. Et une rencontre, donc, celle de Paris et Los Angeles. Pour l'occasion, donc, le Bristol Paris a transformé sa boutique en pop-up store Sporty & Rich. Héritage écossais et confort du luxe dans un havre d'hospitalité. C'est la promesse des 100 Prince Street à Édimbourg qui va ouvrir ses portes en novembre. Un lieu inspiré des récits des explorateurs écossais. L'hôtel est niché dans le cœur culturel de la capitale d'Écosse. 30 chambres et suites avec une vue extraordinaire sur le château d'Édimbourg. Évidemment, Écosse oblige, une collection de whisky d'exception sera à déguster. Évidemment. Sportive, élégante, une nouvelle montre d'exception est signée par la maison suisse, souvent Gérald de Charles. Oui, une montre squelette avec le mécanisme visible comprenant des parties en or rose 22 carats. Elle est résistante au choc et adaptée à la pratique d'activités sportives. C'est l'une des montres les plus fines de la collection. Livraison dès novembre au prix de 63 000 €. Et le Palace parisien, le Prince de Galles, ouvre dans quelques jours son nouveau restaurant, le 19-20. Une ouverture attendue avec un chef prestigieux, Norbert Tarrer, chef révélé lors du concours culinaire Top Chef. Sa promesse, une cuisine hyper gourmande, mémorable, pleine de surprises autour d'un thème, les années folles, et un pari, proposer une bistronomie à des prix abordables. Jarret de veau à l'os, céleri rémoulade à la noisette, omelette roulée, on salive déjà. Ouais, Nathan, vous avez un prisme, hein. Les adresses culinaires, c'est votre forge. Vous allez être intéressé justement avec Laurent Deverlange, fondateur et président de Caviar de Neuvic. Bonjour, et le marché du caviar, on va en parler en détail avec vous. Bon, on va rentrer dans le vif du sujet. On parle de quel volume, ça représente quoi le marché du caviar dans le monde et en France ? Alors, dans le monde, c'est tout petit. C'est tout petit encore ? Déjà, oui. On considère que le marché du caviar, l'année dernière, ce serait environ 600 tonnes. Pour le monde entier. Donc, 600 tonnes, vous voyez, c'est pas très gros. Ouais. Et la France, dans ce marché-là, en termes de consommation, c'est environ 60 tonnes. 60 tonnes. Est-ce qu'on est dans quelque chose, on sait qu'il y a des habitudes de consommation, mais est-ce qu'on reste dans un marché avec une grande saisonnalité encore ? Oui, absolument. Oui. En France, la saisonnalité est très marquée. Chez Caviar de Neuvic, le chiffre d'affaires réalisé sur novembre-décembre, c'est environ 66%, 2 tiers du chiffre d'affaires. Donc c'est une période vraiment qu'il ne faut pas louper. Très importante pour nous, oui, bien sûr. Ça se passe en Dordogne. Et récemment, d'ailleurs, c'est l'alliance de Caviar House et Prunier et de Caviar de Neuvic, c'est ça ? Sous une même bannière. C'est quoi l'enjeu ? C'est pour rassembler l'outil de production ? C'est pour peser dans un secteur encore petit et créer un champion français ? Vous avez répondu. Bon, c'est ces deux raisons-là. En effet, c'est pour avoir un outil de production plus adapté à la taille du marché mondial et aussi peser plus fortement. On est deux sociétés, Prunier et Caviar de Neuvic, qui avons le même ADN, c'est-à-dire le même respect de l'élevage du poisson et la commercialisation en direct via nos clients, nos points de vente de nos produits. Et puis, on a les mêmes valeurs au niveau de l'élevage, donc c'était tout naturel de se rapprocher. En fait, le rapprochement, c'est simplement qu'on a mis ensemble nos actions dans un groupe plus grand et qu'aujourd'hui, on va pouvoir accueillir dans ce groupe peut-être d'autres initiatives, d'autres fermes qui voudront rejoindre le mouvement. L'enjeu, c'est ça, c'est de venir agréger d'autres... Possiblement, puisque l'idée, c'est de créer un champion français du caviar de qualité. Parce que la concurrence, elle vient d'où ? Alors, principalement aujourd'hui en volume de Chine. La Chine étant aujourd'hui le premier producteur mondial et un tout petit consommateur, mais qui augmente très rapidement, puisque en 5 ans, on estime que la consommation chinoise est passée de 1 tonne il y a 5 ans, 10 tonnes il y a 3 ans, à 100 tonnes l'année dernière. Oui, c'est comme le vin, le champagne, et c'est les habitudes qui évoluent. Donc on peut les considérer comme des gros concurrents au niveau de la production, mais possiblement bientôt, ça sera également des gros clients. Donc c'est principalement la Chine qui produit, et puis après, en Europe, on produit du caviar à peu près partout dans les pays d'Europe, la France étant le champion,
puisque c'est la France qui a initié l'élevage, qui a lancé la recherche sur le repeuplement de l'élevage dans les rivières. Avec l'Italie, c'est les deux pays qui ont ouvert la voie. Et aujourd'hui, on élève de l'esturgeon partout, y compris dans les pays low cost, évidemment, puisque c'est très long. Et donc, dans les pays où la main-d'œuvre est moins chère, c'est plus facile de le faire. Voilà. On parle de la concurrence chinoise. Est-ce qu'on est sur le même positionnement en termes de valeur? Est-ce que c'est la même qualité de caviar ou pas du tout? Alors, la qualité du caviar, en premier lieu, c'est la qualité de l'espèce. Puisque, comme pour un vin, il y a des cépages. Nous, on élève principalement le sibérien et l'ossiètre. Et puis, dans une ferme en Bulgarie, partenaire qui travaille pour nous, du beluga. Donc ça, c'est les 3 espèces. En Chine, vous allez trouver d'autres espèces, Shrinky, Doricus, et surtout des hybrides qui permettent, par l'hybridation, d'avoir du caviar plus vite, plus gros, plus jaune, ce que recherchent un petit peu des consommateurs d'aujourd'hui, mais pas forcément de meilleur goût. Donc voilà, déjà, l'espèce change. Et puis après, on élève les poissons pendant entre 7 et 20 ans, selon les espèces, sur des rivières. Donc là, on va comparer l'alimentation qu'on donne à nos esturgeons en France par rapport à celle qu'on donne en Chine, et puis la qualité de la rivière, entre une qualité de rivière française ou chinoise. Et après, ce qui est important, c'est que les consommateurs sachent reconnaître le produit et apprécier et connaître ce qui est derrière la marque aussi. Oui, c'est ça. Il y a l'enjeu de traçabilité derrière. De traçabilité, de communication. Nous, on essaie d'accueillir un maximum de visiteurs, que ce soit des professionnels comme des particuliers qui viennent visiter le domaine, pour leur montrer comment ça fonctionne, comment ça marche, et qu'ils comprennent pourquoi d'ailleurs le caviar est cher, pourquoi c'est si long, etc. Avec un enjeu derrière d'identification géographique protégée justement sur cette zone, en Dordogne, etc. Alors c'est un enjeu pour une espèce qui est le berry, qui est vendu principalement, enfin beaucoup en grande distribution. Et du coup, pour ce genre de réseau-là, oui. Nous, les réseaux auxquels Prunier et Neuvic nous adressons sont principalement du B2C, enfin du client direct, du retail. Dans ces cas-là, on préférera mettre en avant une marque qu'une IGP. Mais pourquoi pas, après tout, aussi défendre notre patrimoine, sachant que plus que le lieu de naissance, je pense que ce qui est important, c'est quand même la façon dont on le fait. C'est pour ça que le sujet Bicorp est important pour nous. C'est pas que le lieu qui compte. Et donc un caviar qui peut être Bicorp, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il est produit par une entreprise qui ne veut pas être la meilleure au monde, mais qui veut être la meilleure pour le monde. Ça, c'est le claim de Bicorp. Donc, c'est-à-dire que c'est une entreprise qui va mettre autant d'efforts à assurer sa pérennité et son profit qu'à réduire son impact environnemental et à améliorer le développement économique et social de son territoire. Et concrètement, vous, au quotidien, ça représente quoi, ces engagements? Quels critères, quelques-uns? Alors, Bicorp, oui, je vais vous donner quelques exemples. Oui. Mais Bicorp, vous savez que c'est 5 piliers fondamentaux qui vont de la collectivité, les salariés, les clients, etc. Donc, il y a tous ça embrasse une large politique RSE. Mais les exemples, c'est par exemple d'être bio, d'être entreprise à mission, d'avoir des réserves de biodiversité sur le site, de mettre en place des mutuelles accessibles pour nos salariés, d'avoir une échelle de rémunération plus faible que la moyenne nationale, de rembourser les indemnités kilométriques vélo des salariés. Enfin, vous voyez, c'est peut-être plusieurs centaines d'actions classées dans 5 grands domaines d'activité et qui vont du bien-être, enfin de la qualité de vie au travail, en passant par l'environnement. Vous êtes actuellement au Caviar de Neuvic et donc à côté avec Prunier. Sur quel positionnement dans la gamme de prix? On est dans du haut de gamme, très haut de gamme. Est-ce que vous pouvez nous donner un ordre d'idée? Le berry, qui est le sibérien, le caviar le plus accessible en France, vaut environ entre 1800 et 2500 euros le kilo. Et vous le trouverez à peu près à 1000 euros en grande distribution 10 jours avant Noël, uniquement ponctuellement. Donc, en gros, chez Caviar Neuvic, on sera à 2500 euros sur le berry et peut-être même un petit peu plus sur le berry bio, puisqu'on le sort en gamme bio. Sur l'ossiètre, on est plutôt à 3000, 3005, donc nous, on sera à 3005. Et sur le beluga, c'est plutôt entre 6 et 10 000, et là, on est plutôt à 6 000 euros. Nous, on est plutôt accessible en beluga, ce qui est déjà cher, 6 000 euros le kilo, j'en conviens. Mais parce qu'on a un partenaire qui produit le beluga pour nous et qu'on a des quantités assez importantes de beluga, qui est la niche de la niche. On a vu 500 tonnes à l'intérieur, il y a toute petite niche, c'est le beluga. Une demande qui augmente et donc des prix qui augmentent aussi, mais uniquement sur ces derniers mois, ces dernières années? Sur les 10 dernières années, l'échelle que je vous ai donnée n'avait pas bougé. Et en gros, elle a pris, depuis 2 ans environ, 10-15%, principalement lié au fait que l'alimentation a beaucoup augmenté. On est passé en gros d'un aliment en France qui coûtait en conventionnel 1,60 €, 1,50 € à plus de 2 €, 2,20 €.
Voilà, et on en donne, chez nous par exemple, c'est 1,5 tonne par jour, quoi, donc forcément, c'est un impact. Est-ce que vous vous sentez concerné, ciblé par ces évolutions de consommation et des principes de consommation? On parle de bien-être animal. Est-ce que quand on est dans l'univers du caviar, des élevages aquacoles industriels, est-ce que vous, c'est quelque chose face à laquelle il faut vous positionner aussi? Bien entendu. Non seulement parce qu'on est comme tout le monde soumis à des évolutions du système et de la société, mais c'est aussi surtout parce que nous, on vit avec nos poissons. Donc, on n'a pas envie de vivre dans des situations de stress où on induirait du stress à nos poissons. Donc, le respect de la vie animale, c'est vraiment la base fondamentale de notre métier. Donc, on y travaille fondamentalement tous les jours. Donc, par exemple... je ne l'ai pas cité tout à l'heure, mais le respect de densité très faible d'élevage, enfin très faible, le plus faible possible, puisqu'on est quand même dans l'élevage, mais chez nous, on ne dépasse pas 25 kg par mètre cube. Merci Laurent de Verlange, fondateur et président de Caviar de Neuvik. Merci d'avoir été dans Iconic Business. Iconic Business, le luxe par BFM Business, exclusif, intemporel, mythique, responsable et déculpabilisé. Toutes les semaines sur BFM Business et dès à présent sur le site et les réseaux sociaux. Iconic Business, le luxe by BFM Business.